population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à chacun et à tous, vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou. Élection communale tenue le 11 janvier 2026. C'est finalement le mardi dernier que les chiffres ont été dévoilés. La vérité des urnes a été livrée par la Commission électorale nationale autonome Sénat du Bénin sur les 7 834 608 électeurs inscrits sur la liste électorale. Seulement 2 872 802 ont effectivement voté, ce qui débouche bien entendu sur un taux de participation de 36,67%. Tout calcul fait, les 77 communes du Bénin seront aux couleurs des partis Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain pour les 7 années à venir. Les résultats définitifs donnent 963 postes de vote, 963 postes de conseillers communaux à l'Union progressiste Le Renouveau et 852 au parti BR, Bloc républicain. Les partis fort secourus pour un Bénin émergent, ce parti n'a pas pu lever un siège. Sur Franc-Parler ce dimanche, nous analysons ces résultats que nous réserve concrètement l'avenir dans la gestion de nos collectivités avec ce contrôle total de la mouvance présidentielle. Notre consultant va scruter l'horizon avec nous ce dimanche. Et justement, nous recevons M. Franck Kenevo. Il est expert en communication et en gouvernance locale. Je précise aussi qu'il est chef cellule projet à l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin. Bonjour à vous, M. Kenevo. Bonjour, Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Cotonou. Merci beaucoup. Je voudrais aussi saluer le maire de Cotonou. Cette radio est le fruit de son imagination et je lui souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup à vous et merci d'avoir accepté l'invitation à nouveau de Radio Cotonou. Vous êtes très habitué à nos plateaux déjà, on ne dira pas plus. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpei, à la présentation, Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Franck Kenevo. Bonjour. D'accord. Je le disais, vous êtes expert en communication et en gouvernance locale. Quand vous avez regardé ce taux de participation, 36,67% pour les élections communales, élections à la base, est-ce que c'est un drame ? Oui, on peut dire que ce n'est pas normal que pour des élections de proximité, on ait à peu près un électeur sur 3 qui se déplace pour accomplir son devoir citoyen. Mais je voudrais donner quelques éléments d'appréciation. D'accord. C'est que nous sommes dans un système électoral qui a beaucoup évolué par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'à l'approche de chaque élection, on devrait enrôler les électeurs pour confectionner la liste électorale. Et donc, celui qui se déplace, soit sensibilisé, soit spontanément, sait qu'il s'est inscrit sur une liste électorale et donc doit aller voter. Mais ici, nous sommes dans un système où la liste est automatiquement générée. Même les étudiants béninois qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, le système les a générés. Donc, dès que tu as 18 ans, la liste informatisée, la liste d'état civil, te génère parmi ceux qui ont l'âge de voter. Et donc, à partir de ce moment, on a quand même une liste électorale qui est bien élevée. Deuxième chose, c'est l'éternel problème que l'ANIP a souvent soulevé ici à l'approche de chaque élection, c'est que comme on ne déclare pas aussi
les décès. Oui. Donc il y a ce défi de nettoyage. Oui, de nettoyage de notre liste électorale. Donc le premier élément, c'est que si je ne suis pas allé m'enrôler comme on le fait d'habitude, est-ce que je suis suffisamment alerte pour aller voter? Ça, c'est le premier élément. Donc ce système ne permet plus l'implication réelle du citoyen ou du potentiel votant dans le dispositif. Il y a un travail de sensibilisation que la Sénat, la NIP et le gouvernement doivent faire, parce que dès lors que vous avez atteint l'âge de 18 ans, la liste électorale vous prend en compte. D'accord. Et à partir de ce moment, il faut distinguer, il faut pouvoir identifier et entrer en discussion avec ces acteurs qui sont devenus des électeurs. Vous savez, en communication, ceux qui ont inventé la communication au début n'ont pas cherché les questions de feedback. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le problème de feedback s'est posé, que les Shannon et autres ont réfléchi sur la nécessité d'inclure dans la communication le feedback. Lorsque vous mettez les gens sur les listes électorales, il faut maintenant un travail pour s'assurer, est-ce qu'ils sont au Bénin, est-ce qu'ils sont à l'étranger. Il y a beaucoup de Béninois. Notre première destination en tant que diaspora, c'est le Nigeria. Donc, il y a une organisation que la Sénat doit aussi mettre en place avec les Béninois de l'extérieur pour que tout ça là soit huilé et que, on puisse savoir sur les 7 800 000, près de 8 millions, qu'on puisse savoir effectivement combien sont au Bénin, combien sont à l'étranger et dans quel pays, pour que... Le potentiel votant. Oui. Il faut chercher ça véritablement. Il faut identifier ça. Et pouvoir leur envoyer des SMS, etc., etc. Il faut rentrer pour voter. Voilà. Mais ça, c'est formel. Les partis politiques, maintenant, ont l'obligation de faire une bonne campagne pour que le Béninois soit à l'étranger ou au Bénin, qu'il soit alerte pour aller voter aussi. Donc, je pense que les partis politiques doivent faire ce travail de sensibilisation pour que tous les Béninois qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur sachent qu'il y a un moment où on doit exercer notre souveraineté en tant que peuple. C'est ça. Et surtout quand on a atteint l'âge de voter. Le dernier élément que je mets à la charge de ce résultat, de ce... Les parents n'ont rien à faire. Pourquoi vous ne vous adressez pas aux parents? Bon, effectivement... Un parent peut rappeler à son enfant qui a 18 ans que cette année, on va au vote. Effectivement, parce que tel que l'année fonctionne, par exemple aujourd'hui, si ma fille qui a 17 ans cette année doit voter prochainement, toutes les informations qui la concernent viennent sur mon numéro. C'est donc, ça. Effectivement, vous avez raison, les parents ont une obligation de relayer, parce que c'est le numéro du père ou de la mère qui se retrouve à l'année au début. C'est ça. Donc, au fur et à mesure, en attendant que l'enfant lui-même prenne son numéro de téléphone et que son numéro soit intégré, il revient aux parents aussi de faire cet exercice et de rappeler aux enfants. Et le système éducatif aussi, il faut rappeler qu'à 18 ans, on doit vérifier dans quel bureau, parce que le défi c'est ça, il faut savoir dans quel bureau on a été classé et donc vérifier, l'année pas mis tout ça là en ligne, donc il faut vérifier tout ça et être prêt. Mais je disais qu'il y a un dernier élément, c'est que dans le littoral, dans l'Atlantique, moi j'ai vu, quand je faisais un peu le tour vers 10 heures, j'ai vu quand même dans des arrondissements où il y a beaucoup de gens qui étaient là, mais il n'y avait pas le matériel pour voter. C'est ça. Donc, quand vous ouvrez les bureaux de vote à 16 heures, ceux qui étaient là le matin, c'est pas vous n'êtes pas sûr qu'ils reviennent. Et on n'est pas habitué à aller voter la nuit. Ça, c'est tout vrai. ce qui est élection, c'est sensible, donc personne ne va laisser sa femme, ses enfants aller voter la nuit, parce que si vous commencez après 16 heures, vous ajoutez 10 heures, c'est déjà la nuit tardive, donc tout ça là peut expliquer ce taux, parce que je pense que dans ce double scrutin, il y a quand même les démocrates, il y a
les partis qui étaient en lice représentaient l'ensemble des sensibilités. C'est ça. Et donc, on peut se dire que normalement, le taux de participation... Parce que ce jour-là, effectivement, il y a plusieurs partis en compétition. Oui, pour 2 scrutins, on a 3 partis pour les communales. Oui. On a 3 partis pour les législatives. Et si vous faites la somme, on est à 4 partis politiques. Les démocrates et les FCBE, quoi qu'on en dise, représentent l'opposition. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, c'est quand même... Il y a Moël Bénin aussi. Il y a Moël Bénin, donc ça fait quand même 5 partis politiques et 2 représentent l'opposition et 3 représentent la mouvance présidentielle. Donc on est quand même dans une configuration qui devrait mobiliser les électeurs. Mais l'autre chose aussi, c'est la campagne. La campagne qui a... les partis politiques ont fait le choix de faire des porte-à-porte. Et campagne de proximité. Campagne de proximité. Alors que nous, on est habitués au mouvement, au grand meeting, aux caravanes et tout, qui nous réveille, qui nous annonce quand même qu'il y a une fête élection. Donc, ça n'a pas emballé l'atmosphère électorale, ça n'a pas emballé les gens. Donc, je pense que tout ça, là, il faut tirer les leçons et que la présidentielle qui s'annonce, on puisse corriger. Vous espérez mieux? Oui, je pense que... On aura meilleur taux? Ça dépend de l'intérêt que le scrutin va susciter. Vous savez, dans Monokufo, il y a beaucoup d'engouement parce que les deux candidats viennent de là-bas. Maintenant, il faut que cet engouement-là soit étendu à tout le territoire et même à la diaspora pour que nous ayons quand même des élections où plus de Béninois s'expriment parce que c'est toujours mieux d'avoir au moins la moitié des électeurs. C'est quand même la présidentielle. Oui, c'est la présidentielle et c'est pour 7 ans. Oui. Donc, raison de plus pour que les uns et les autres, les électeurs sortent et accomplissent leurs devoirs citoyens. Mais il faut faire une bonne campagne. Quoi qu'on dise, remplir les stades, aller à l'encontre des électeurs, c'est des événements qui donnent le ton qu'on est en période électorale. Tout à fait. Mais des meetings d'envergure, tout ça là, c'est ça qui fait que, bon, tout le monde est mobilisé et on se dit, il y a élection. Mais tout ce qui est de proximité, c'est bon, c'est efficace, mais ça n'emballe pas l'environnement, ça n'emballe pas... On n'est pas en France quand même. On n'est pas... Même en France, les gens font quand même les meetings populaires. Les gens font les meetings. Et ici, on veut que ce soit une fête, la présidentielle. Donc, à partir de ce moment, il faudrait quand même de grands meetings pour que tout le monde soit emballé, que ce soit une fête, une grande fête pour notre démocratie. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer donc une amélioration de ce taux de participation en regardant peut-être l'avenir? Dans 7 ans, vous pensez que les choses vont changer? Oui, moi je pense déjà que pour la présidentielle d'avril, on peut déjà améliorer ce taux de participation si l'ANIP, c'est que cette agence a commencé, elle doit approfondir cela, elle doit renvoyer des SMS à tous ceux qui sont sur la liste électorale. Leur demander d'aller sur la plateforme. Moi, j'ai téléchargé la plateforme et puis je fais tous au-delà des élections. La plateforme te permet de faire tous les actes d'état civil. Il y a aussi la Sénat qui doit aussi mobiliser les acteurs, les partis politiques. Et à partir de ce moment, je pense que on aura un meilleur taux de participation. Et si la campagne est bien organisée, il faut que les 2 candidats ou les 2 duos de candidats puissent aller vraiment à la rencontre des Béninois. Qu'ils aillent vraiment à la rencontre des Béninois et que ça permette véritablement... Surtout que dans la course, on a quelqu'un qui n'est véritablement pas politique.
mais on a aussi un acteur politique de longue date. Donc je pense que ce qui est important et qui va au-delà des personnes, des candidats, c'est que on a des partis politiques. D'un côté, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Moël Bénin aussi qui s'est ajouté à cette liste des partis qui soutiennent le candidat de la majorité présidentielle. Tous ces partis, à l'exception de Moël Bénin, ont bénéficié du financement de l'État. Et de l'autre côté aussi, FCBE a bénéficié du financement de l'État. Donc c'est le moment maintenant de déployer la grosse artillerie pour une vraie campagne présidentielle, comme on en a l'habitude. Même en 2021, on a eu une bonne campagne présidentielle. C'est ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important de mettre les bouchées doubles pour que cette campagne soit une grande fête et que les candidats aillent vraiment à la rencontre du peuple avec des propositions concrètes et qu'on puisse les évaluer sur cette base-là. Maintenant, d'ici 7 ans, je pense que la machine serait encore mieux huilée et que les Béninois vont mieux accepter les réformes parce que les partis politiques se seraient davantage enracinés parce que quoi qu'on dise, moi je lis dans ces résultats que vous avez annoncés que les partis politiques ne sont pas totalement à la hauteur. Il y a encore des chemins à parcourir pour comprendre le code électoral. En tout cas, tout ce qu'il y a eu comme réforme, c'est pas facile, mais il faut digérer cela et il faut évoluer avec. D'accord. Alors, je voudrais maintenant que vous puissiez analyser avec nous, je le dis ainsi, la débâcle des FCBE. Est-ce que c'est trop fort d'abord ce mot? Non, je pense que il y a au niveau de l'opinion, il y a une tendance à croire que FCBE en 2020, FCBE a fait un score. Et ce score-là, il faut bien disséquer, analyser ce score de FCBE en 2020. C'est un score qui est lié au fait que le retrait du président Boni Yayi de FCBE n'était pas bien connu des électeurs. Tous les électeurs n'étaient pas au courant qu'il y a eu scission, il y a eu divergence au niveau de FCBE, que le président Boni Yayi se retirait de cette formation politique. Donc, c'est pour ça que FCBE avait fait ce score qui a impressionné tout le monde. Et donc, de 2020 à 2026, je pense que les électeurs ont su faire la part des choses et ont compris que d'un côté, le président Boni Yayi s'est retiré de FCBE et a créé les démocrates. Vous voyez, les démocrates, que ce soit en 2023 ou en 2026, les démocrates ont fait un score qui dépasse ce que FCBE avait comme score. Donc je pense que fondamentalement FCBE avait bénéficié en 2020, FCBE avait bénéficié de l'image et de la popularité du président Boni Yayi. Mais en 2026, FCBE n'a plus bénéficié de l'image et de la popularité du président Boni Yayi et FCBE a été confronté à sa réalité, c'est-à-dire FCBE sans l'influence du président Boni Yayi, puisque les démocrates ont eu le temps d'occuper le terrain et de montrer que le président Boni Yayi est plutôt démocrate que FCBE. Donc ça a joué sur le score de FCBE. N'oublions pas aussi qu'il y a quelques mois, on a vu qu'il y a eu des problèmes internes au niveau de FCBE et il y a des têtes de FCBE que je n'ai pas vues pendant la campagne.
On sait que par rapport au ministre Adiou, le divorce était déjà consommé, mais il y a d'autres leaders qu'on n'a pas vus, que ce soit au nord, que ce soit au sud, on n'a pas vu. Donc c'est forcément parce que cette formation politique a connu quelques difficultés en interne aussi. Donc on peut comprendre que dès lors que les démocrates ont pris leur place sur l'échiquier politique, que cela soit forcément aux dépens de FCBE. Est-ce qu'on peut dire, en regardant bien tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, et donc si on scrute véritablement cette actualité concernant les FCBE, est-ce qu'on peut dire qu'à l'interne, les acteurs ou les dirigeants de ce parti politique ont pu quand même faire l'analyse interne pour imaginer un tant soit peu leur capacité aujourd'hui sur la scène politique? Parce qu'on les a véritablement pas vus. En tout cas, dans cette danse-là, dans cette fête électorale, on n'a pas vu vraiment FCBE dans le game, quoi, si on doit utiliser donc une expression de rue. Non, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore au niveau des FCBE. Le travail à faire, c'est d'abord de se donner une assise véritablement nationale. C'est vrai que pour être créé, pour la création, il faut déjà avoir des membres fondateurs un peu partout dans le pays, mais il faut que les cellules soient installées, que ces cellules-là vivent. D'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les grands électeurs, les leaderships. Il faut que FCBE arrive à mobiliser au sein de ces partis des têtes connues, des acteurs politiques connus, et que ce ne soit pas quelques personnalités éparpillées autour du secrétaire exécutif national. Ça, c'est un défi pour FCBE, mais je pense que FCBE continue de jouer un rôle important parce que là où les démocrates ne sont pas qualifiés, tout au moins, on a FCBE qui est qualifié. Et donc, dès lors que les démocrates ne sont pas en jeu, on sera intéressé de voir ce que les électeurs vont faire du FCBE à partir de ce moment. Parce que, justement, comme je le disais tantôt, quand les démocrates sont en lice, FCBE n'a pas grande chance. Mais quand les démocrates ne sont pas en liste, je pense que FCBE, et c'est ce qui a surpris plus d'un pour les communales, parce que les démocrates n'étant pas en lice, on s'attendait à ce que FCBE puisse récolter un peu les suffrages. Même si c'est l'opposition modérée, on aurait pu voir un peu plus de percées. Oui. Exactement, mais ça a manqué parce que pour moi, FCBE n'a pas fait campagne comme il faut. Autant BR, UPR se sont déployés sur le terrain, ont mobilisé les gens, ont fait beaucoup de porte-à-porte. Au niveau de l'UPR, par exemple, ils avaient quadrillé, même jusqu'au niveau des vents, c'est-à-dire les rues, ils avaient quadrillé jusqu'à ce niveau, avec des points focaux au niveau des rues, des vents, etc. Donc, ce travail-là, FCBE est obligé de faire ça, parce que mais n'oublions pas aussi que les financements de l'État pour les partis politiques ne remplacent pas la présence aux affaires. C'est ça. FCBE n'est pas aux affaires. FCBE a bénéficié de financements publics comme les démocrates, mais ça ne suffit pas pour avoir les moyens de faire véritablement une grosse campagne. À moins de débaucher quand même des leaders, d'avoir des leaders. Et ça manque au niveau des FCBE aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mieux disparaître? Bon, vous savez... On leur souhaite une disparition ou bien il faut résister? Je pense qu'aujourd'hui, on va souhaiter que les partis de l'opposition, notamment FCBE et les démocrates, continuent d'animer la vie publique, la vie politique, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans opposition. D'accord. C'est important que ces formations politiques soient sur l'échiquier et continuent d'animer la vie politique de notre pays. Ces formations n'ont pas les mêmes avantages
que l'Union progressiste, le renouveau, et le bloc républicain, parce que quand vous avez des ministres qui cotisent, quand vous avez des députés qui cotisent, quand vous avez des maires qui cotisent, des quand directeurs vous avez centraux, des directeurs centraux, des directeurs techniques, des directeurs généraux qui cotisent, c'est pas la même chose. Parfois, même au-delà des cotisations, il y a des leaders qui n'hésitent pas à financer des activités tout en associant leur parti. Donc, c'est un peu difficile pour les partis de l'opposition qui n'ont pas exercé le pouvoir et d'avoir FCBE d'il y a 10 ans avait ces privilèges-là. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en plus de ne plus avoir ces ressources liées à la gestion du pouvoir, FCBE a perdu beaucoup de leaders. Donc, je pense qu'il faut questionner aussi le leadership à la tête de cette formation politique pour que cela soit amélioré et que ce soit un peu dans un esprit de rassemblement. Et je pense que ça peut aider aussi FCBE. On est encore loin, plus ou moins, de la présidentielle. Donc, FCBE a le temps de se réaménager et de voir dans quelle mesure... Et de cotiser les militants LD, c'est ça, par exemple ? Aller chercher... Pourquoi pas ? Parce que c'est leur terrain de prédilection. C'est-à-dire, il y a généralement l'opposition et il y a la majorité présidentielle. Donc, FCBE est plus habilité à récupérer là où les démocrates ne peuvent pas mobiliser. Donc, on leur souhaite de bien faire cela. D'accord. Parlons brièvement du parti Les Démocrates. Est-ce que vous leur conseillez peut-être un peu plus de souplesse, un peu plus d'acceptation des réformes? Parce qu'on a vu ce parti critiquer vertement donc les réformes opérées. Est-ce que vous les invitez à un peu plus de souplesse? Parce que c'est quand même malheureux de ne pas les avoir dans le dispositif politique aujourd'hui. On peut dire que ce parti a été tout simplement nettoyé, si on peut le dire ainsi. En tout cas, je pense que le vrai problème que moi j'ai noté au niveau des démocrates, c'est au-delà du rejet des réformes, c'est le choix d'affronter ou d'en découdre avec le pouvoir en place. Je pense que l'opposition aujourd'hui doit être une opposition constructive, une opposition qui permet véritablement de proposer une alternative. C'est-à-dire, tout au long du processus, voilà les réformes que le président de la République avait présentées en 2016 à l'élection présidentielle et qu'il déroule. Ces réformes qu'il déroule, il est normal que l'opposition ne soit pas entièrement d'accord, mais que l'opposition fasse la part des choses en disant ça c'est une bonne chose. Moi je ne crois pas qu'un acteur de l'opposition qui serait élu demain président de la République revienne sur la limitation du droit de grève par exemple. En ce moment, cette personne aurait affaire au peuple béninois parce que la régulation du droit de grève a permis d'avoir des années scolaires normales dans notre pays, d'avoir accès aux soins, même quand il y a des revendications. Donc, on ne peut pas dire que toutes les réformes sont mauvaises, d'autant plus que ces réformes ont été présentées lors de la présidentielle. Donc je pense que ce que les démocrates ont manqué de faire, c'est de dire voilà les réformes du gouvernement, voilà ce que nous on propose. Peut-être qu'ils ont proposé, mais ce n'était pas audible du tout. Moi qui suis ici, je n'ai jamais entendu les démocrates dire voilà ce que... C'est-à-dire, quand vous avez un code électoral, il faut proposer une autre version de ce code électoral en disant voilà nos propositions. Pour qu'on puisse voir la cohérence. Mais contester. Et même vulgariser et partager avec l'opinion publique. Exactement. Pour dire c'est le modèle que nous on veut pour le Bénin. Voilà, ça c'est ce que le pouvoir en place a proposé. On est d'accord sur ce point.
mais sur ce point-là, on n'est pas d'accord, etc., etc. Et donc, il y a une cohérence et l'électeur sait que ce n'est pas une opposition de personne, vous voyez, parce que leur méthodologie a donné l'impression que c'est le match retour de la guéguerre. Yahi Talon. Et donc, bon, ça n'intéresse pas les Béninois. Mais ce qui intéresse les Béninois, c'est d'avoir un parti politique qui puisse dire non, ça c'est bon, mais ça c'est pas bon. Il faut aller dans cette direction plutôt que dans l'autre. Et ça, je pense que tout pouvoir en place doit être sensible à ce discours-là. Et les échanges, parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire au moins 2 fois, je souhaite qu'on puisse travailler, démocrates, UPR et IBR, qu'on puisse travailler ensemble, parce que on n'a pas de divergences idéologiques majeures. Et donc, sur ce plan-là, c'était une perche que l'opposition n'a pas saisie, à mon avis. Je pense aussi que tout est question... Peut-être l'opposition avait peur d'être phagocytée. Non, vous savez, on peut travailler ensemble tout en gardant son identité. C'est ça. On n'est pas obligé de perdre son identité parce qu'on travaille au développement de notre pays en relation avec le pouvoir qui est en place. Moi, je souhaite qu'en 2026, après la présidentielle, qu'il y ait quand même une ouverture. D'accord. Et que le président de la République qui va venir soit capable de dire tel acteur démocrate, moi je pense qu'il peut être utile dans mon gouvernement ou dans l'exécutif à un niveau donné ou pas. Donc, il faudrait vraiment que on puisse à des moments donnés... Qu'on quitte le champ de bataille. Qu'on quitte le champ de bataille et qu'on reste dans la bataille d'idées. C'est ça. Il y a un idéal que chaque camp politique veut pour le pays. Et cet idéal-là, on peut évoluer en prendre des propositions des autres pour enrichir sa propre proposition, parce que personne n'a la science infuse, personne ne peut dire moi j'ai la solution magique pour le Bénin, mais si on travaille ensemble et qu'on fédère les énergies, on peut aller plus loin. Regardez tout ce que cette guéguerre entre les 2 leaders ont créé pour le pays. Déjà au second mandat du président Boni Yahi et pendant les 10 ans du président Talon. Donc, jusqu'à ce que le président Talon... On sent qu'il y a toujours de l'électricité dans l'air. Oui, que le président Talon prenne la parole, alors que sa parole est souvent rare, qu'il prenne la parole et qu'il dénonce cette volonté de son ami de vouloir bloquer ces réformes. Donc, je pense qu'il faut que nous puissions tirer leçon de tout ça, et comprendre que le Bénin, c'est pour nous tous. Le Bénin, ce que tous les Béninois veulent, c'est que le pays se développe. On ne veut même pas savoir qui l'a développé. Ça là, c'est des choses qu'on oublie parce que chacun apporte sa pierre et le Bénin grandit. Donc je pense qu'il faut qu'on soit dans un esprit d'apaisement et qu'on puisse travailler ensemble. Et ça, qu'on soit à l'Assemblée ou non, qu'on contrôle une commune ou non, c'est surtout au niveau de l'exécutif que ces ouvertures-là sont possibles. Et je pense que ça ne change rien aux démocrates, ça ne change rien que les démocrates demain, après la présidentielle, apportent leur soutien au candidat qui sera élu. Pour que... mais moi, je regarde un peu au niveau du parti du Renouveau démocratique. Ils ont fait venir le président Kérékou au pouvoir. Ils ont travaillé avec le président Kérékou. Ils se sont retirés à un moment donné. Après, il y a eu le président Yahi. Il y a eu des rapprochements et puis il y a eu des désamours. Moi, je pense qu'il faut qu'on stabilise l'action publique et que, au niveau de l'exécutif,
qu'on puisse avoir des ouvertures. Ça calme un peu le jeu politique parce qu'on ne va pas passer toute notre vie à faire la politique politicienne. Il faut laisser place au développement. D'accord. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut construire donc le pays, il faut mettre l'accent là-dessus, mais nous voyons très bien, on parle d'élections communales et on a la suprématie totale des partis de la mouvance présidentielle. Donc, je le disais, les résultats montrent très bien que nos communes seront dirigées par les deux partis de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, Est-ce que c'est pas inquiétant ? Non, pas forcément. Disons que c'est le statu quo. C'est vrai qu'en 2020, FCB avait pris le contrôle de certaines communes. Tout à fait. Mais progressivement, tous ces maires-là sont devenus UPR ou BR. Donc, c'est le statu quo qui a été maintenu par les électeurs. D'accord. Mais la subtilité des élections communales, c'est que, en plus des 10% de seuil de représentativité qu'on avait depuis 2002 au niveau des arrondissements, le législateur a imposé un autre seuil de représentativité au niveau national qui est toujours de 10%. Donc, il s'est fait que FCBE, n'ayant totalisé que 6,65%, 6, et quelques % des suffrages exprimés au niveau national, FCBE n'a pas eu droit au partage des sièges. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de confrères m'ont appelé pour dire mais ils ont signé un accord de coalition parlementaire. Le nom même, c'est accord de coalition parlementaire. Donc ça n'a rien à voir au niveau de la coalition communale. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire l'accord qu'ils ont signé au niveau de l'UPR et du bloc républicain. Ça concerne les législatives. Les législatives. Et pour que l'accord-là même soit validé, il faut que FCBE atteigne 10% des suffrages au niveau national. Et à partir de ce moment, pour les 20%, les deux autres partis seront mis à contribution pour qu'on comptabilise les 20% pour FCBE. Donc, c'est pas du tout un accord pour que FCBE ait des sièges au niveau des communes. Non, pas du tout. Ceux qui ont pensé ça, c'est pas ce que la loi a prévu. Donc, à partir du moment où les décomptes sont arrivés à la Sénat, la première chose que la Sénat fait, puisque c'est la Sénat qui proclame les résultats définitifs des communales. Et c'est un exercice difficile. C'est un exercice, il faut que les gens comprennent que c'est un exercice où la Sénat a des difficultés à annuler des voix, à redresser, et donc le contentieux est très dense au niveau des communales. Déjà, on a 546 arrondissements, donc ça veut dire qu'on a potentiellement 546 contentieux qui peuvent se déclencher aussi bien de bloc républicain que de UPR. Ils sont tous de la mouvance, non? Quel contentieux il y aura encore? Ils n'ont qu'à s'entendre, non? Mais ça bouge pour déjà au niveau de la Cour suprême. Oui, parce que j'ai appris. C'est deux partis différents. Ah bon? Pas pour le peuple, hein? Non, pour le peuple. Parce que chacun, ce n'est pas parce qu'on soutient la majorité et le président de la République qu'on va sacrifier son siège. Moi, je préfère que le gars de mon parti soit maire plutôt que celui d'un autre. D'accord. Et deuxièmement, c'est une question de leadership autour du chef de l'État aussi. Et vous savez... la coexistence pacifique entre deux partis politiques n'empêche pas la sincérité du scrutin. C'est-à-dire, le contentieux permet de rétablir la sincérité du scrutin, de rétablir le vote initial des électeurs. Donc, c'est de rétablir la manière dont les citoyens ont exprimé leur souveraineté. Donc, c'est important. Ça va au-delà des deux partis. Et donc, pour les élections communales, la Sénat n'étant pas une juridiction, parce que, à la différence de la Cour constitutionnelle,
qui regarde les irrégularités, qui annule, qui redresse, etc., qui proclame des résultats, la Sénat compile beaucoup plus les résultats et les proclame. Donc, c'est pour ça que depuis 2002-2003, le contentieux des élections communales a toujours été important. Et donc, on a, pour des résultats aussi serrés, où on était à 39 communes contre 38, ça peut évoluer parce que justement, le contentieux a commencé. Et je salue. C'est souvent ça dû là-bas. Hein. Je salue la des fois, ça dure même un mandat. Oui, c'est vers la fin que d'autres. Mais la loi a encadré ça. Et je pense que la Cour suprême a pris les dispositions parce que 2 jours après la proclamation des résultats, des contentieux sont déjà vidés. Donc, ça veut dire que la Cour suprême a pris les mesures pour que les contentieux ne traînent plus. Parce que c'était fait exprès. Vous voyez, quelqu'un pour décourager. Quelqu'un a fraudé et s'est fait élire maire. La personne qui a pu frauder a aussi les moyens de faire traîner le contentieux pour que on dit dans notre pays que c'est-à-dire c'est une humiliation d'être maire et de quelques jours et que le juge dise que non, c'est annulé, tu n'es plus maire, etc. Donc il y a tout ça là. Alors qu'on a fait danser. Voilà, donc c'est pour ça que le contentieux est important. Donc je pense que pour ce qui se fait aujourd'hui, que 2 partis de la majorité présidentielle animent la totalité des communes, on doit déplorer ça. On doit déplorer ça parce qu'on n'aura pas des communes témoins, des communes de comparaison pour voir. Et je vous disais tantôt que même les communes qui étaient contrôlées par FCBE en 2020, les maires de ces communes, les adjoints aux maires, la plupart, ils ont changé de camp. Et ce que la loi n'entérine pas. Parce qu'aux yeux de la loi, c'est les résultats sortis des urnes qui est appliqué jusqu'à la fin du mandat. Donc aujourd'hui, ces personnes qui ne se sentaient plus bien au niveau de FCBE ont pu se faire réélire au niveau de leur parti, c'est tant mieux. On aura une lisibilité parce que il y avait quand même des difficultés. FCBE n'avait plus le contrôle de ses maires, mais c'est FCBE qui doit désigner les chefs quartiers, chefs villages. Donc c'était un mélange de gens qui n'étaient pas bien. D'accord. Et donc je dis qu'on déplore l'absence de l'opposition pour la simple raison qu'on n'aura pas des communes de comparaison. Donc, on va faire les comparaisons à l'intérieur de la majorité présidentielle, mais on aurait pu faire des comparaisons plus riches si au niveau de l'opposition, il y avait des communes et on pouvait voir les marges de développement qu'on peut noter. Donc, je pense que c'est un exercice qui reste intéressant parce que chaque commune a ses spécificités et il faut maintenant que l'UPR et le Bloc républicain prennent en main ces communes-là et que des projets de société communale, qu'on puisse avoir ces projets-là, des projets de ville, des projets de société communale, pour que les populations sentent vraiment qu'il y a un mieux-être. Parce que la décentralisation, on l'a toujours dit, c'est d'améliorer la démocratie pour que dans le cadre d'une démocratie locale, on puisse promouvoir le développement. Donc, il y a des options de développement que BR doit faire, des options de développement que l'UPR doit faire, et on doit sentir qu'il y a une différence. Parce qu'il y a un parti libéral, et il y a un parti social-démocrate, etc.
Bon, donc sur le terrain, on s'attend à ce que la gouvernance au niveau des communes soit différente. D'accord. Je vais vous poser une question avant de permettre aux auditeurs d'intervenir. On va aller dans les communes à statut particulier. Comment voyez-vous l'installation? Vous avez salué le maire de Cotonou donc à l'ouverture de cette émission. Vous le voyez poursuivre? Vous pensez que le parti va lui reconduire à cette confiance-là? Je pense qu'il y a aujourd'hui un cadre juridique qui fait que les partis politiques décident. C'est-à-dire, nous n'avons même pas d'accord de gouvernance locale. Parce que l'accord de gouvernance locale intervient lorsque aucun parti n'a la majorité absolue. La configuration de nos communes est extrêmement particulière aujourd'hui. C'est qu'on a des communes où, de facto, un parti de la mouvance présidentielle a la majorité absolue. Puisqu'il y a eu le partage des sièges a été fait en deux. Donc, c'est quitte ou double. Donc, on n'a pas besoin d'accord de gouvernance locale, on n'aura pas besoin d'élire le maire. Donc, ça veut dire que on va désigner. Les partis politiques vont désigner l'intégralité des acteurs, à commencer par le maire, les adjoints au maire, les présidents des commissions, les chefs d'arrondissement et autres. Donc, ça veut dire que s'il revient à chaque parti politique de faire cet exercice-là en tenant compte des considérations que nous, on ne peut pas avoir ici. Et je pense aussi que il faut reconnaître, même si il y a changement à la tête de Cotonou demain, je n'en sais rien. Je sais que... Vous n'êtes pas dans le secret des dieux? Non, puisque cette décision... Vous n'êtes pas invité derrière le rideau par hasard? Non, cette décision, c'est la haute direction du parti et le chef de l'État. C'est pas une décision qui se prend... D'un expert. En consultant un expert, non, pas du tout. C'est une décision hautement politique. C'est ça. C'est une décision hautement politique. Mais c'est déjà heureux de constater quand même qu'à Cotonou, l'UPR a progressé en nombre de conseillers. L'UPR, les arrondissements qui résistaient à l'UPR aujourd'hui a pris le contrôle de ces arrondissements. Et donc, l'UPR contrôle Cotonou et Calavi. Un journal a annoncé que l'UPR contrôlait le Porte-Nouveau. Mais le maire, lui, il est déjà parti. À retour pédalé. Bon, il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que... je crois même, à mon avis, que c'est des décisions qui ont été déjà prises. C'est ça. Mais et nous, on va constater. Je ne suis pas dans le secret. Pour livrer ça ici. On va donner la parole aux auditeurs et on reviendra pour leur apporter des réponses à leurs préoccupations. Et donc, le standard est ouvert pour vous, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Je vous rappelle les numéros très très rapidement pour intervenir sur cette émission. C'est bien sûr le 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour. Yamili Koumayon. Oui, bonjour, monsieur l'invité. Oui, monsieur bonjour. Franck Kenevo. Oui. Et moi, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que le taux de participation ne nous reproche rien? La première question. Et si nous pouvons avoir la stabilité par la réduction des partis, c'est bon. Que veut le peuple? Le développement et surtout la paix. Est-ce que le travail du Parlement peut exciter les communes à se développer? Est-ce que les partis éliminés ne vont pas se fondre dans la population et être une opposition, puisque le peuple est souverain?
peut-être il peut avoir une amélioration pour calmer les nerfs. C'est l'unification et surtout la conformité que nous voulons pour que le Bénin décolle et fait valoir nos idées de chaque commune. Parce que dans chaque commune, on fabrique des choses. On fait des choses, mais les gens ne suivent pas le livre de la décentralisation pour pouvoir faire décoller les communes. Parce que c'est dit dedans, si une commune ne travaille pas bien, on peut fusionner les deux ensemble. Pourquoi on ne suit pas les recommandations de ce livre jusqu'à présent? Je vous rends l'antenne. À dimanche prochain. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. On va espérer un autre intervenant sur cette émission. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui. Basile Adjakidje. Oui. D'accord. Je vous appelle depuis hier. Votre radio est allumée. Je vous prie de l'éteindre. Oui, merci. Et vous voyez, je vous salue votre invité. D'accord. Moi, j'ai parti le nouveau, vous savez très bien. Oui. Maintenant, la façon que lui est en train de parler maintenant concernant les démocrates et autres là, moi je ne suis pas trop apprécié parce que ils sont des partis sur le terrain. Normalement, il doit passer à tout, c'est-à-dire à toutes les élections, comme on fait avant. Mais pour aller faire quelque chose, non, c'est pas bien. Voilà ce qui s'est passé à ZEP maintenant. Et le maire qui est au pouvoir, qui veut descendre maintenant, il y a chef village qui veut vendre le parcelle de l'État et lui il est opposé. C'est pour cela qu'ils sont rentrés dans le bière pour contre monsieur. Alors ça donne quoi à quoi? Maintenant, le renouveau va coiffer le territoire. Et qui a fait qu'il ne peut pas trouver ça. C'est Kouré qui a créé ça. Parce qu'il est déjà... Non, vous ne pouvez pas commencer à donner des noms comme ça à l'antenne. Vous ne pouvez pas accuser. Non, ne faites pas ça, je vous en prie. Je vous remercie. Il y a des anciens politiciens qui sont sur le terrain, ne doivent pas encore se lever la main. Ils sont nombreux, les jeunes sont là, sans rien faire. C'est ça qui cause maintenant, c'est que vraiment on a fait l'élection, mais il peut ne pas bien ramasser vous exprimez un regret, c'est ça? Oui, dans votre localité à Zé, vous êtes de l'UP Le Renouveau, et bon, vous n'avez pas gagné les élections, c'est ça? On n'a pas trouvé beaucoup les citoyens n'ont pas voté pour vous, donc vous prenez acte et vous allez vous préparer pour les 7 prochaines années. Bon, pas nécessairement. Je suis déjà âgé, pas nécessairement. D'accord. Ceux qui sont déjà finis, il y a des chefs qui ont déjà fait 35 ans. Il est déjà monté, que ce gros, il n'est pas descendu jusqu'à aujourd'hui. Il est encore passé maintenant. D'accord. Donc, ce que vous souhaitez, si je vous comprends bien, il faut qu'il y ait un renouvellement, c'est ça, hein? Merci. D'accord. Pour les jeunes aussi rentrent dedans. D'accord. On a compris. C'est une contribution que vous avez donc apportée, pas de question en tant que telle. Merci à vous, Basile Adjakidje. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yonrossou. Oui, c'est lui. D'accord. Nous vous écoutons. Votre invité. Oui. Bonjour. Et c'est bien que j'ai pris l'émission au vol, mais j'ai quelques questions à poser quand même. D'accord. Ma première préoccupation, c'est de demander qu'est-ce qui justifie, selon l'invité, le faible taux de participation à ces 10 élections passées. Il a bien dit au début, hein. Il a bien dit au début. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pris l'émission au vol. D'accord. Et bon, comment nous allons faire maintenant pour remonter le taux de participation pour les élections présidentielles à venir? Vous allez suivre la rediffusion de l'émission et vous allez donc avoir toutes les... Je continue d'avoir votre question, hein, allez-y. D'accord. Oui. Et l'autre chose, je voudrais demander
Si, comme il y a déjà la constitution qui est changée actuellement, qu'on a voté, et ça a déjà poussé les mandats pour 7 ans pour les institutions. Et dans cette constitution, il y a ce qu'on appelle trêve politique. Et cette trêve politique, est-ce qu'il n'est pas temps que les politiciens vulgarisent ces textes pour expliquer de long à l'âge aux citoyens ce que les législateurs mettent en trêve politique? Et ma dernière préoccupation, est-ce qu'il n'est pas temps aussi, vu le développement qu'amorce le pays aujourd'hui, nous voyons des belles réalisations, est-ce qu'il n'est pas temps que nous nous mettons ensemble, que ce soit opposition, mouvementier, et journalistes, leaders d'opinion, que nous nous mettons ensemble et faire face au développement de notre pays? Est-ce que ce n'est pas possible de procéder ainsi? Voilà mes quelques préoccupations pour ce dimanche matin. Monsieur le journaliste Sébastien Yonrosso, bon dimanche à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrosso, pour votre participation à cette émission. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Hugues Apovi. Merci mon frère, sois béni pour l'émission aussi. Oui. Je passe par là pour saluer votre invité. D'accord. Bonjour, monsieur. Je pense que je n'ai pas suivi le début, mais je sais de quoi un peu vous parler. Et je veux dire aussi à nos députés, en profiter de dire à nos députés qui sont élus, d'être... On parle des communes, hein? On parle des communes. Non, pas, c'est les mêmes parce que ils ont quitté, et d'autres quittent la mairie pour aller aux députations. Donc c'est les mêmes. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Et moi je souhaite que tous ceux-là deviennent des leaders d'opinion et qu'ils soient francs envers la population et venir sur vos antennes de temps en temps pour dire ce qui ne va pas. Je ne veux pas aller plus parce que moi j'ai décidé maintenant d'être député plus tard. Au revoir, bonne journée à vous et bonne dimanche. D'accord, merci beaucoup à vous. Votre souhait, c'est que les leaders soient, en tout cas les élus se transforment en leaders d'opinion. C'est votre souhait. L'invité va opiner à propos. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. Oui, votre nom? C'est M. Assiro Aruna de CDVD. D'accord, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Allô? Oui, je vous écoute. C'est M. Assiro Aruna. Oui, tout à fait. Votre question? Ma question, c'est que je peux vous dire que c'est au Bénin que le ridicule ne tue pas. Vous savez, aujourd'hui, nous avons UPR à l'Assemblée. UPR vient en majorité avec 60 députés. Et le PR vient avec 49 députés, si je ne me trompe pas. Maintenant, on est encore en critique pour le parti qui va contrôler le Péchois. Est-ce qu'il y a encore ce doute là? Automatiquement... Nous, on parle des communes aujourd'hui, on ne parle pas de l'Assemblée. Ah oui, mais voilà, pour la commune aussi. Oui. Le sensationnel aussi, c'est clair, je rejoins ce que je dis au départ, que c'est au Bénin que le ridicule est. Vous voyez, le pays qui fait sortir un communiqué pour dire que non, les élus n'ont qu'à déposer les TD. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'on ne connaît pas ceux-là qu'on a placés sur les listes. Dans votre localité, on a demandé aux élus d'apporter les CV. Ah oui. Mais c'est peut-être pour les mieux positionnés selon leurs compétences. Non, ça veut dire qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas les militants. On doit avoir déjà une idée sur les gens. En cas où notre parti vient en majorité dans une commune donnée, on sera automatiquement sous d'autres yeux. C'est le candidat qui fait campagne. Et tout le monde connaît que si ce parti vient en majorité, c'est celui-là qui sera. Mais donc il faut qu'on revoie encore les choses. Non, ce n'est pas bon. D'accord. Ce n'est pas les enfants qui dirigent les partis. Ce n'est pas bon. D'accord. C'est vrai, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Ça là, l'UPS, un parti bien structuré, dirigé de même de choses à part notre président Jean-Benou. Mais ça là, le communiqué là, ce n'est pas du tout bien. D'accord. Il faut revoir les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fini, hein? On revient au plateau, il y a quelqu'un?
D'accord, on revient au plateau pour commencer, donc on va gagner du temps en répondant donc aux questions. Il y a Liamidi Koumayon qui a parlé de taux de participation et il demande ce qu'on doit reprocher à ce taux. Est-ce qu'on doit reprocher quelque chose au taux de participation selon vous? Non, je trouve que c'est faible. Et on l'a dit en début d'émission, c'est faible. Il faut que la Sénat, la NIP, les partis politiques et les parents puissent travailler à ce que, déjà pour la présidentielle, on puisse améliorer ce taux. D'accord. Et pour les élections à venir, qu'on puisse vraiment dépasser les 50% au moins des électeurs inscrits sur la liste électorale. D'accord. Quelque part, il a parlé bien entendu de réduction des partis, de fusion des partis et que le Parlement des communes plutôt. Oui, en fait, la loi 029 de janvier 1999 qui organisait les collectivités territoriales avait prévu une période de transition de 3 ans, de 2003 à 2006, pour qu'on fasse une évaluation et si une commune n'est pas viable, qu'on puisse fusionner. Et je crois que cette possibilité est toujours d'actualité. Mais le constat aujourd'hui est que les 77 communes du Bénin sont viables. Pour peu qu'on puisse investir sur les potentialités et permettre l'émergence d'une économie locale. Donc, la question est-ce qu'on ne va même pas éclater des communes? Oui, on peut. On a des communes parce que on peut... Abomey-Calavi, là, qui quitte Is. Abomey-Calavi, c'est petit. Tchaourou, vous quittez Tchaourou, vous rentrez dans Parakou, vous sortez de Parakou, vous voyez Tchaourou jusqu'à Djougou. Oui. Tchaourou est une commune très vaste. Abomey-Calavi est une commune très vaste. Donc, on peut revoir la taille de ces communes ou dans ces communes à statut particulier comme en Calavi, Cotonou, on peut arriver à un schéma où les arrondissements deviennent des communes. Il y a plusieurs options que le législateur peut examiner et faire son choix. Donc, mais aujourd'hui, fusionner une commune n'est pas à l'ordre du jour parce que on a vu beaucoup de progrès sur le plan budgétaire au niveau de nos communes. Beaucoup de communes aujourd'hui ont un budget de plus de 1 milliard. Le défi, c'est d'aller plus loin et de valoriser tout ce qui a comme potentialité dans nos territoires, de sorte qu'il y ait une économie locale réelle, voyez, qu'il y ait des entreprises qui s'installent, des entreprises qui produisent, des entreprises qui recrutent, que en plus des systèmes financiers décentralisés, qu'on ait des banques dans toutes les communes, qu'on ait vraiment une économie locale, et cette économie locale soutient une qualité de vie pour que celui qui est à Pereret n'ait pas envie de venir à Parakou ou à Cotonou. D'accord. Que celui qui est à Tofo ne se dise pas que son bonheur n'est qu'à Cotonou. Donc, ce travail-là, il faut que les communes puissent les partis qui contrôlent aujourd'hui les communes puissent exiger. Vous savez, on fait des PDC qui ne sont pas pertinents. On fait des PDC qui sont de gros documents que personne, même les élus, n'arrivent pas à lire pour l'appropriation. Donc, il faut revoir nos PDC pour avoir des plans de développement communal vraiment réalistes. D'accord. Et qui amènent des programmes d'investissement pour valoriser l'économie locale, pour transformer le secteur privé, pour aujourd'hui on parle du changement climatique qui a une opportunité pour les villes, les communes africaines. Il faut que les maires, ceux qui seront à la tête de nos communes, travaillent dans ce sens pour que là où les Occidentaux d'autres pays ont déjà franchi des pas avant de voir les erreurs, nous on ne perd plus le temps et qu'on aille
à l'essentiel, parce qu'il y a des ressources pour l'économie verte, il y a des ressources pour financer l'adaptation au changement climatique. D'accord. Et on doit organiser nos communes pour aller sur ces marchés-là. Est-ce qu'il a raison de dire que les gens ne suivent pas ce qui est écrit dans le livre de la décentralisation? Oui, ça c'est vrai, parce que si vous regardez le code de l'administration territoriale, on voit clairement que on a décentralisé pour que les territoires aient un développement harmonieux et équilibré. Et ce développement-là, c'est d'abord le plan de développement communal. La manière dont la vision du développement est fixée, la manière dont c'est stabilisé, la manière dont c'est approprié par tous les citoyens de la commune, c'est un élément important. Deuxièmement, on parle de services sociaux de base. Mais il faut un tableau de bord, il faut savoir où nous en sommes en matière de soins de santé, en matière d'infrastructures scolaires, de pistes rurales, d'équipements marchands, où est-ce que nous en sommes pour les équipements de loisirs, etc. et de sport aussi. Donc, quand vous avez ce tableau de bord, ça vous permet de faire des investissements plus rationnels en privilégiant les investissements qui vont rapporter, des investissements catalyseurs qui vont rapporter d'autres ressources, d'autres financements. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes, beaucoup de groupements qui sont délaissés par nos communes. Ce n'est pas normal. C'est le rôle des communes de prendre en compte l'activité génératrice de revenus de ces femmes et de ces groupements-là pour que demain, ces acteurs-là, suffisamment développés, payent aussi des impôts. Produisent de la richesse. Oui, et payent des impôts, recrutent des gens. On a des jeunes qui ont été formés, qui sont livrés à eux-mêmes. Et on parle de chômage dans nos communes. Ils laissent leur commune pour faire des millions à Cotonou et dorment au bord des... Voilà, des gens qui ont master. Oui. Tu vas prendre un Zémilian et puis il va te dire qu'il a master, qu'il a licence, qu'il a BTS. Et sa commune devrait organiser ces jeunes-là pour que ces jeunes-là puissent ouvrir des entreprises, ouvrir sur les émigrants. Je pense que globalement, on doit réfléchir à comment aider les émigrants aussi à avoir des activités génératrices de revenus pour que parce que c'est pas un travail durable. Personne ne peut faire ça doit être une transition. Ça doit être juste une transition. Personne ne peut faire Zémilian pendant 10 ans. Tu vas mourir. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Donc, il faut que, au niveau des politiques publiques, on puisse avoir une réflexion globale parce que le nombre de Zémilians augmente et ça doit inquiéter. Cette jeunesse qui est sur les motos, on doit trouver une formule pour les reconvertir, que ce soit sur le plan agricole. On est en train de construire de grands marchés. Il faut peut-être les regrouper en coopérative. Il y a beaucoup de places vides là. Voilà. Il faut les regrouper en coopérative. Bon, je pense que il y a une interpellation quand même à faire quelque chose pour ces émigrants-là. D'accord. C'est un défi qui est lancé vis-à-vis, bien entendu, des nouveaux élus. Oui. Et voilà. Donc, Sébastien Nyonrosso, lui, dit qu'il faut expliquer la trêve politique aux populations à la base. Oui, je pense que ça va agir aussi dans nos communes. C'est ça. Exactement. Parce que c'est à tous les niveaux. Oui. Tous les acteurs politiques doivent comprendre que nous avons 7 ans de mandature, mais pendant 6 ans, il n'y a pas de meeting, il n'y a pas d'activité politique majeure. 6 ans de propositions. 6 ans où on propose. On n'attaque pas. On n'attaque pas, mais tout ça là, c'est à la première mandature du Sénat qu'on va comprendre les limites. Et cerner. Mais ce que j'ai compris, c'est que pendant 6 ans, on critique, mais on propose une alternative. On peut critiquer, mais la critique, ce qu'on appelle critique, doit comporter
des propositions pour améliorer. C'est ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est peut-être les activités politiques. C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes président de la République et que vous voyez un acteur politique, peut-être qui n'est pas avec vous, qui mobilise les foules, mais ça vous fait peur. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Parce que nous sommes dans une démocratie où la foule qui devient électeur peut faire changer les donnes. Oui, tout Donc, à fait. à partir de ce moment, la trêve politique, c'est de dire pendant 6 ans, comme vous avez élu quelqu'un, laissez-le. faut le laisser travailler, vous l'accompagnez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites des propositions alternatives et... Mais ne rassemblez pas de foule pour le menacer. Parce que c'est ça. La démonstration de force politique, c'est la foule. C'est ça. C'est de pouvoir dire, moi, je maîtrise telle localité, telle localité, ou le pays tout entier. Tout à fait. Donc, ça déstabilise celui qui est au pouvoir. Et ça alimente, concomitamment, ça alimente les chantages politiques. Ah, tu as vu, j'ai rempli le stade de l'amitié. Si tu ne me mets pas au gouvernement, c'est que je suis capable de te créer des problèmes. Donc, il y a tout ça là qu'on veut éliminer pour que... Mais c'est tout ça qui fait le Bénin, non? Bon, est-ce que c'est positif? Moi, je pense qu'il faut aller à ce qui va nous permettre de nous développer. Tout ça faisait un Bénin qui ne se développe pas. Bon, donc il faut qu'on aille maintenant à l'essentiel. Et je pense qu'on fait trop de politique politicienne au Bénin. Personnellement, je le pense. On est tout le temps... d'abord, dans la faveur, on porte quelqu'un au pouvoir. Quelques mois après, c'est le désamour. On lui promet l'enfer. On lui promet à la l'enfer. prochaine élection. Avec lui, etc. Tout ça là, vous savez, c'est des êtres humains. Il a beau être président de la République, quand il sent que l'adversité monte à droite, à gauche, ça le fragilise. Et à partir de ce moment, il rentre dans des compromissions. Ce qui fait que le projet de société n'est plus déroulé, alors que c'est le contrat de base qu'il a signé avec les électeurs. Donc, je pense que la notion de trêve politique, on l'a connue en sciences politiques pour des circonstances exceptionnelles, où toute la classe politique se retrouve ensemble pour traverser des moments difficiles. D'accord. Mais on peut considérer que pour le développement du Bénin, on peut observer, dans tous les cas, on a 1 an. 1 an, c'est beaucoup. C'est ça. Pour faire son offre politique d'alternance, pour aller vers les électeurs. Je pense que c'est ça peut aller. D'accord. En tout cas, on va voir comment tout ça va se jouer. Hugues Apovi qui demande que les élus doivent devenir des leaders politiques. Bon. Parce que lui, les leaders politiques, il pense donc aller à l'Assemblée nationale et prochainement. Il demande aux leaders, aux élus de devenir des leaders politiques. Comment vous analysez ça? Non, je pense que un élu est avant tout un leader. D'accord. Un leader qui doit sensibiliser, qui doit... Le député, l'élu communal, le maire, même le ministre, tous ceux-là, c'est une question de leadership parce que vous portez une vision, mais cette vision vous dépasse, donc vous devez partager cette vision-là et contribuer. C'est pour ça que ce qu'il dit là est tellement pertinent que quand vous prenez les enjeux de démocratie au niveau des communes, c'est qu'on doit former les citoyens à la gestion des affaires publiques. Et donc ça commence par les quartiers de ville et les villages où les sujets sont mis sur la table et que les gens discutent, les gens proposent. Voilà que dans notre cadre électoral,
on n'a plus les conseils de quartier, de ville et de village. Je pense que le législateur doit réfléchir à ce qu'on puisse avoir. Donc, il cherche des élus qui vont défendre les intérêts des citoyens. Des citoyens et aussi les conduire dans le bon chemin d'une citoyenneté responsable. D'accord. Achirou Aruna, lui, il est très fâché parce que l'UPA a demandé aux élus d'apporter leur CV. Vous êtes informé de ça? Non, mais bon, j'étais pas là, je suis entré il n'y a pas longtemps. Oui. Mais je pense que l'UPR a l'habitude de faire ce genre de choses quand il y a des postes qui se libèrent pour que les gens, je me rappelle, il y a eu un maire qui est allé à l'Assemblée et pour le remplacer, ils ont demandé que ceux qui sont intéressés se positionnent. Et il y a eu des entretiens, il y a eu des échanges. Je pense que c'est pas mauvais de vouloir aller au-delà de la première connaissance qu'on a de l'élu pour se dire, bon, parmi les conseillers que nous avons, maintenant que nous avons gagné la commune, parmi les conseillers qui sont là, regardons un peu qui peut être CA, chef quartier ou bien au-delà du maire qui focalise l'attention de tout le monde, il y a des présidents de commission qui jouent un rôle important et qui sont dans le conseil de supervision. Les adjoints au maire aussi jouent un rôle important. Les chefs d'arrondissement. Donc tout ça là, le chef de parti peut ne pas connaître tous les conseillers élus et pas le CV. Et il aura une meilleure connaissance. Et c'est pas seulement le chef de parti, mais c'est toujours un groupe qui travaille sur ces documents-là. Donc, il n'y a rien de... Mais je pense qu'il faut même encourager cette pratique-là. Parce que le parti, il faut faire confiance au parti pour discerner les mérites politiques aussi. Peut-être que c'est ça son inquiétude. Tu peux ne pas aller à l'école, mais avoir une expérience politique que le parti va valoriser. D'accord. Je prends une question, une dernière question, parce que le temps est totalement parti. Il y a Jean-Pierre Mérelos qui dit voilà, donc les FCBE n'ont pas de députés ni de conseillers. Donc, au regard de tout ça, ils désistent même de la présidentielle à venir. Vous voyez ça, c'est possible? Non. C'est-à-dire... ne pas avoir des conseillers, des députés, c'est un fait. Mais renoncer à la présidentielle, c'est autre chose. C'est autre chose. Je pense qu'il y a un engagement citoyen, il y a un engagement républicain qui a fait que FCBE est allé déposer ses dossiers. Et donc, je pense que mais une élection n'est jamais perdue d'avance. C'est ça. Il faut y aller d'abord. Il faut aller, il faut se battre, il faut travailler. C'est pas parce que on a perdu les communales. Il faut regarder les FCBE, UPR et BR ont privilégié les sortants. Donc, c'est des candidats qui étaient connus déjà par la population. Donc, c'est normal. FCBE a renouvelé complètement, à part peut-être 5-10 personnes, FCBE a renouvelé complètement la liste. Donc, ça peut expliquer aussi... votre mot de fin à présent? Non, je pense que la mandature qui commence pour les communes, il faut qu'on soit très sérieux et qu'on travaille sur 5 éléments. À commencer par les PDC, il ne faut pas tout embrasser. Il faut privilégier, premièrement, l'économie locale, parce que l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire, quand vous avez une économie locale où les entreprises prospèrent, où les femmes ont leur activité génératrice de revenus qui marche, tout le reste devient possible. D'accord. Allez-y sur les 4 points qui restent rapidement. Oui. L'autre point, c'est les services sociaux de base. D'accord. Pour que les gens vivent décemment, il faut les services sociaux de base. Et nous avons la chance que le gouvernement a contribué. En matière de l'eau, par exemple, le gouvernement est venu au secours des communes. Donc, il faut régler les questions, les services sociaux de base. L'autre chose, c'est la culture et le sport. Il faut vraiment travailler sur ces questions-là. Et que les communes soient
maîtresse de l'organisation, même si c'est avec des associations, même si c'est avec la société civile. Il faut qu'on sente que dans nos communes, il y a une main présente des communes, des collectivités sur l'organisation sportive et culturelle. D'accord. J'ai parlé déjà du changement climatique qui doit être une opportunité. Aujourd'hui, nous ne devons plus construire nos maisons, nos bâtiments comme on le faisait avant. Les Blancs l'ont fait et se sont rendus compte aujourd'hui qu'il faut changer, casser. Il y a des bâtiments aujourd'hui qui doivent être démolis parce que c'est des bâtiments énergivores. Nous, on a l'occasion d'être au début de notre développement. Donc, on peut rattraper et mettre les énergies renouvelables. D'accord. L'agriculture biologique qui, aujourd'hui, est liée à la santé de l'homme. Merci beaucoup. Merci à vous, Franck Kenevo. Merci. Expert en communication et gouvernance locale. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci aussi à vous pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chipé et bien entendu à la présentation Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou et bonne suite de programme à chacun et à tous. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3 Radio Cotonou, la voix des Cotonois.